Cette semaine à l'émission, on parle du syndrome de l'imposteur. On décortique les sentiments d'envie et de jalousie qui nous pourrissent parfois la vie et on se demande si c'est vraiment possible d'être content de ce qu'on a et de ce qu'on est. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode autour des thèmes de l'envie et de la jalousie. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Marie Laliberté. Bonjour Marie. Salut Antoine. Envieuse? Oui. Avais-tu envie d'être là aujourd'hui? Ça, oui. Ah, c'est un bon départ. Mais j'aimerais mieux être à ta place. C'est pas vrai. Je pense pas, non. Moi, j'aimerais mieux être à ta place. Ça, je le sais. J'ai le syndrome de l'imposteur. C'est de ça dont tu vas nous parler Oui. aujourd'hui. En fin d'émission, Oui. on va t'écouter et je suis convaincu que tout le monde va rester attentif jusqu'à la fin pour pogner ton segment parce on est tous atteints un peu d'une manière ou d'une autre. Oui, les statistiques sont vraiment hautes. Le récent sondage de Statistique Canada sur le syndrome de l'imposteur. Statistique Canada s'est penché sur le sujet. Merci à toi de t'être penché sur le sujet, Marie Merci. Laliberté. Ça sera en fin d'émission, un peu plus tard. Oui. Vincent Dumais, bonjour. Bonjour. Première fois, on n'est pas du monde. Exactement. J'ai entendu entre les branches que tu étais un auditeur dont on n'est pas du monde, c'est vrai? Oui, moi, je vous ai entendu plusieurs fois à la radio. Ah ah! Toujours bien content de vous écouter. Tu es de la région de l'Estrie, où on est diffusé par les ondes de Radio VM depuis déjà plusieurs années. Alors, content de savoir que ça rejoignait jusqu'à ton foyer ou en voiture, ou c'est quoi tes habitudes d'écoute? En voiture, principalement. En voiture. Ouais. Alors, bienvenue, on n'est pas du monde. Tu vas nous parler de ton parcours et de comment l'envie a joué un rôle à un certain moment ou au plus C'est certain moment au d'actualité. pluriel. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité. C'est Un bon, combat éternel. Un professionnel. Un pro, exactement. Ouais. c'est très courageux de ta part là, d'aborder ça avec nous. En tout cas, je dis c'est courageux, on verra ce que tu raconteras. Mais non, merci d'être là, sincèrement. Ça fait plaisir. Vincent, on est très heureux de t'accueillir parmi nous. Et pour la deuxième fois, on n'est pas du monde. On a la joie d'accueillir sur le plateau Sœur Catherine Aubin, dominicaine. Sœur Catherine, bonjour. Bonjour Antoine. Vous avez écrit il y a de cela 1 an ou deux, hein, Oui, 2022, oui. Mourir d'envie ou vivre d'amour, c'est une très bonne question. D'emblée, on a envie de choisir vivre d'amour, mais pourtant, on choisit la première option quand même de temps en temps. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre-là? Il y a eu des choses extérieures, à savoir une commande de l'éditeur, une session sur la jalousie, un cours que j'ai donné. Et puis, donc tout ça mis ensemble, on m'a demandé d'écrire ce livre et je me suis sentie très à l'aise pour l'écrire, dans le sens que... Vous n'aviez pas le syndrome de l'imposteur pour j'ai ça? un syndrome de tout ce que vous voulez. Je me sens envieuse, jalouse et je convoite. Donc Ah oui. j'étais tout à fait à l'aise. Tout ça. Et tout ça exactement, sans aucune honte, si, mais envie de l'exposer et surtout de voir un petit peu pourquoi ça nous rend malade. Parce que c'est vrai que l'envie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une question de vie ou de mort. Ah. Carrément. On aura l'occasion dans quelques instants d'ailleurs de creuser un peu ça, à quel point c'est une question de vie ou de mort. On le verra entre autres là, dans les Écritures, c'est le cas, on le voit bien dans nos vies peut-être aussi, dans les journaux, hein, quand on voit les nouvelles, il y a bien souvent, c'est caché, hein, c'est subtil, mais en amont de tout ça, il y a C'est de l'envie. justifié tout le temps. Ouais. Sœur Catherine, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Antoine. Sans plus attendre, plongeons dans ce thème un peu délicat, mais très riche de l'envie. Catherine Aubin, bonjour et bienvenue au N'est pas du monde. Bonjour Antoine. Vous êtes sœur dominicaine et auteur de nombreux livres de spiritualité chrétienne sur les maladies de l'âme, tout récent sur Marie, publié chez Novalis. Et un de vos derniers titres porte spécialement sur le problème de l'envie. C'est intitulé « Mourir d'envie ou vivre d'amour » chez Novalis en 2022. Allons-y avec une question toute simple pour commencer.
de quoi on parle quand on parle d'envie? Et comment distinguer est-ce que c'est la même chose que la jalousie, hein? Vous avez parlé de ça au début de l'émission. Alors, pour démarrer, si vous voulez bien, Antoine, je vais commencer par un exemple. C'est parce qu'on est tous ici très envieux. Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Alors, c'est ça le problème, c'est que quand on commence, on dit non, non, bien sûr. C'est très secret, c'est très caché, et puis on n'ose pas en parler. Alors, l'exemple qui me vient spontanément, c'est cet exemple vrai dans une rédaction d'un journal, un journal assez connu, avec beaucoup de... C'est pas le vôtre, ne vous inquiétez pas. Ouf. Parce que chez vous, ça n'arrivera pas. Non, bien sûr que non. Et donc, régulièrement, des stagiaires viennent faire des stages dans cet hebdomadaire. Toutes les semaines, il paraît. Et il y a un rédacteur en chef, bien sûr, et d'autres qui s'occupent de la section. Et celui qui va parler, qui m'a donné ce témoignage, a observé que quand un stagiaire arrivait, faisait son stage, le rédacteur en chef ne supportait pas sa présence, surtout si le stagiaire était bon, surtout si le stagiaire commençait à avoir un peu de capacité qui risquait d'être un peu... de donner de l'ombre au rédacteur en chef. Et Jean, mon ami, voyant ça, s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je vois l'envie de mon patron, je vois le mal que ça fait pour toute l'équipe, même pour lui-même, pour le stagiaire. Est-ce que je rentre dans ce virus, enfin dans cette contamination, ou est-ce que je choisis autre chose? Parce que les stagiaires menaçaient aussi, entre guillemets, votre ami. Tout à fait. Justement, menaçaient de faire de l'ombre au reste Exactement. de l'équipe. Une espèce de rivalité qui pouvait rentrer. Et il a choisi très rapidement, il est resté quand même plus de 35 ans dans ce journal, et très rapidement, il a choisi, quand un stagiaire arrivait pour faire un stage de 3 mois, il a pris la décision de donner son carnet d'adresses. Le carnet d'adresses d'un collaborateur, qui est là depuis 5 ou 10 ans, vous le savez, Antoine, c'est une mine d'or. C'est des centaines d'adresses, c'est des centaines de téléphones, c'est des gens où on peut leur téléphoner pour avoir un article ou bien avoir un renseignement. Et c'est le choix, la décision qu'il a prise. À partir du moment où il a pris cette décision et qu'il l'a mis en acte, ça a été terminé. Le stagiaire est devenu quelqu'un avec qui il a pu fraterniser, vivre. Donc c'est ça l'envie. L'envie, c'est désirer, posséder l'être de l'autre. C'est-à-dire que c'est un rapport avec la convoitise. La convoitise, c'est quand même ce qu'on appelle le dernier commandement. Dans les 10 commandements, il vaut mieux dire paroles, parce que ce sont des paroles de vie. Les 10 paroles de vie terminent par « tu ne convoiteras pas ». Or, avant, on a 4 paroles qui sont « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas et tu ne commettras pas l'adultère ». 4 paroles qui sont sur des actions. Voler, mentir, tuer et violer. Mais quand je convoite, je fais rien. Je fais rien de mal, entre guillemets. Exactement. Et c'est là le génie des Écritures et le génie de ce livre qui traverse les temps, c'est que la convoitise, c'est de l'ordre du désir. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'envie? Et ça, c'est très important. L'envie, en latin, c'est invidere, c'est-à-dire que je vois d'un mauvais œil. Et l'envie commence toujours par le regard. Jésus est très direct. Si tu convoites une femme, si tu envies une femme avec ton regard, tu as déjà commis l'adultère. La première étape, là, c'est le regard. Les 4 autres qu'on a parlé avant. Là. Exactement. Qui va tomber dedans? C'est David. David va voir la femme de son lieutenant, va la désirer, va commettre l'adultère, ensuite il va mentir et il va faire en sorte que son lieutenant soit au premier rang
pour la guerre et il va donc faire en sorte que le mari de son amante soit tué. Donc c'est tout ça très a grave. commencé en regardant la voisine Et tout qui ça, prenait ça son bain. commence Mm. par notre regard. Mhm. Mais Et ça me fascine. Je vais aller jusqu'au bout. OK, moi. c'est oui, bon, oui. j'ai Ça une me question fascine. après. Là. Parce que je trouve que notre regard, il peut être porteur de vie ou il peut être porteur de mort. Il peut être porteur de fraternité, d'émerveillement et de gratitude, ou il peut être porteur de possession, d'accaparement et finalement d'étouffement de l'autre. Pardon, Marie. Non, c'est correct. Mais mon point, c'est qu'on pourrait réfuter en disant si, par exemple, quelqu'un qu'on voit te fait juste regarder et passe pas comme à l'action vraiment d'être adultère, les gens pourraient dire oui, mais c'est moins pire. Alors, je suis d'accord. On ne va pas tous passer... mais il n'empêche que dans les regards que l'on porte, il y a quand même... On voit très bien quelqu'un qui nous regarde avec bénédiction et quelqu'un qui nous regarde avec envie. On le sent. Il n'y a pas besoin de paroles. Il n'y a pas besoin d'explications. On sent très bien que soit on va démarrer une relation fraternelle, soit on va démarrer une relation de compétitivité ou de rivalité. C'est parce que les quatre autres, ça détruit l'autre, Ouais. mais l'envie, ça détruit soi. C'est Exactement. vrai. Mhm. Et c'est Fait que ça même aussi. si tu ne te rends pas à détruire l'autre, tu détruis toi avec déjà l'envie. là. Et c'est ça aussi ce que je note, c'est que l'envie ne procure aucun plaisir. On n'a aucun plaisir à être envieux, on a du plaisir à être gourmand, Ah oui? on a du plaisir à amasser des choses, on a même un certain plaisir parfois à être en colère, comme ça nous permet de dominer la situation. Mais être envieux, ça ne nous procure pas une espèce de joie. C'est le contraire de Il y a la joie. Que de l'amertume. qui Que de vient, l'amertume, que d'espèces de désir. C'est comme le beurre, hein, le beurre rance. Ça n'a aucun goût. Au contraire, ça détruit le goût de vivre. Et alors, moi, je me pose la question, comment se fait-il que nous soyons tous envieux? Ben, moi, en amont de ça, je poserais la question. Est-ce que nous sommes tous envieux, Je crois que oui. Oui. Alors, comme disait un de mes amis à propos des ordinateurs, quand il réparait les ordinateurs, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens à qui c'est arrivé, c'est-à-dire d'avoir tout son ordinateur de fichu, ou bien les gens à qui ça va arriver. Eh bien, je crois que pour l'envie, c'est la même chose. Il y a des gens à qui ça n'est peut-être jamais arrivé, mais je ne crois pas, et il y a des gens à qui ça va arriver. C'est-à-dire, Forcément. à un moment donné ou à un autre, en situation de fragilité, en situation d'échec, on va voir son meilleur ami réussir, on va voir et on va forcément, à un moment donné, se dire et moi? Parce que c'est ça l'envie, c'est qu'est-ce qui fait que je ne crois pas en moi? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que je ne reçois pas les cadeaux de la vie? Qu'est-ce qui fait que je ne reçois pas celui qui me donne ces cadeaux, le donateur? Qu'est-ce qui fait que moi, Catherine, j'ai tant de mal à entendre les encouragements? Pourquoi est-ce que ça me pétrifie? Pourquoi est-ce que je n'y crois pas? C'est tout ça qu'il faut se poser, parce que quand on donne à quelqu'un qui convoite l'objet de sa convoitise, ça ne va pas le rendre heureux. En plus. En plus, le fils de la parabole de l'enfant prodigue, le fils l'aîné qui voit son jeune frère arriver, qui voit la fête pour lui, qui se met en colère de jalousie et d'envie. Si on lui avait donné une fête, aurait-il été guéri? Je vous dis non. Parce que la convoitise, et c'est en ça que c'est une maladie et c'est une douleur due à l'être, c'est qu'on doit soigner ce que l'on est, se connaître. D'où l'importance aussi d'en parler. On n'en parle pas, mais ça court dans toute la Bible. Chapitre 4, Caïn et Abel, Passion du Christ dans les évangiles. C'est-à-dire que toute la Bible va nous parler de cette douleur, de cette souffrance, de ne pas accueillir le don que je suis, de ne pas accueillir la couleur unique que je suis. Pourquoi est-ce que je me déporte sur mon prochain? Parce que c'est très important aussi. On va jalouser non pas le prince Charles, non pas Justin Trudeau, mais on va jalouser
son voisin, Le proche, le le prochain. plus proche. Mhm. On va l'envier, on va le convoiter, on va vouloir ce qu'il est, son frère, sa sœur. Et ça commence en famille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y en a qui sont plus envieux que d'autres? Ben, ou en amont de ça, il y a quand même des injustices. Bon, je regarde Vincent, il a des cheveux, contrairement à moi, des beaux yeux bleus, son veston est impeccable. Il y a des inégalités foncières de base dans la vie qui peuvent servir de terreau très fertile pour l'envie. Sœur Catherine, non? Ah, je suis complètement d'accord. Plein d'exemples. Là, Notre quotidien est rempli d'injustices. Qu'est-ce qu'on en fait de ces injustices? Là aussi, et dans la Bible, Caïn et Abel, pourquoi Dieu n'a-t-il pas regardé les présents de Caïn? Personne ne nous le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, on va être aux prises avec des injustices. Lui, il va gagner plus que moi. Lui, il va connaître 5 langues alors que j'arrive pas à parler anglais. Lui, il va, etc. Qu'est-ce que j'en fais de ces injustices? Est-ce que je vais les traverser en me disant « oui, mais j'ai autre chose » ou bien est-ce que je vais constamment me dire parce que en ce moment, c'est ce qu'on entend, il gagne plus que moi et il a plus au niveau des objets. Est-ce que c'est vraiment ça qui va me rendre aimant, aimable et généreux? Qu'est-ce qui se passe pour que je ne puisse pas traverser cette injustice? Je pense aussi aux handicapés, aux ceux qui ont ou ceux qui vivent un cancer. La première chose, mais c'est injuste, pourquoi moi? Je n'ai pas de réponse à ça. Mais ce que je sais, c'est que toute notre vie va être traversée d'injustice. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je vais me déporter en me disant « pourquoi lui, pas moi? Pourquoi suis-je pas là? Pourquoi est-ce que je dois vivre ça ?» Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je vais dire, comme Marie, comment je vais le vivre, cette injustice? Vincent? j'ai l'impression que comme, je vois 3 positions rapidement là, face à l'envie. Tu as la position de « je suis envieux, je vais tout faire pour aller chercher ce que je veux » ou tu as la position victime. Je suis victime de ne pas être ce que l'autre est, puis je me mets dans cette espèce de trou de victime-là. Puis tu as une autre position, que c'est celle que je désire, que je travaille à rejoindre. C'est plus qu'est-ce que le Seigneur me donne? T'sais, quelle est ma place réelle? Comme ce que vous dites, là, le Seigneur, il me donne plein de forces à moi, qui ne sont pas celles de l'autre. On a toutes nos forces. Puis c'est de miser là-dessus, puis d'accepter, mais regarde, si ma place à ce niveau-là, c'est d'être le plus bas, de ne pas être celui qui donne les ordres ou qui gagne le plus, bien, c'est la place que je vais aller prendre. Puis souvent, de vécu, c'est la place qui te fait sentir le mieux. Là. C'est pas prendre la première place. Tu prends des places un peu plus en arrière. Prendre la dernière place, c'est ça qu'on est appelé. C'est pas facile, mais... Pas forcément la dernière place. Je voudrais citer quelque chose que j'ai écrit et qui me paraît se dire avec assurance « Je suis exactement là où Dieu veut que je sois, à accomplir ce que lui veut avec ce que je suis dans mes ombres et mes lumières, pour mon bien, celui des autres et le sien. » Je pense que ce n'est pas forcément prendre la dernière place. Pour certains, ça sera la première. Pour certains, ça sera... Parce que c'est important aussi de reconnaître un chanteur. Un chanteur, je pense à Céline Dion, qui a une voix quand même extraordinaire, qui a été jalousée par tout le monde, enviée par tout le monde. Il faut qu'elle assume son don. Et vous savez parfaitement que les artistes, peintres, chanteurs, musiciens, ont beaucoup de mal à recevoir leur don. Certains se suicident. Parce que justement, ils ont du mal. Et quand je le disais tout à l'heure, recevoir son don, recevoir le don de Dieu quand on est chrétien, ce n'est pas si facile. C'est à travailler et ce n'est pas forcément prendre la dernière place. C'est accepter aussi parfois d'être exposé avec son don et le reconnaître en toute humilité. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité, ça rime avec la vérité. On me demande d'écrire un livre, on ne le demandera pas. Si je me dis « Oh non, 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 j'en suis pas capable, il faut demander à quelqu'un d'autre », ça, c'est pas ça. C'est pas ça l'humilité. C'est pas ça l'humilité. C'est pas de se descendre soi-même. Non. Il y a beaucoup
souvent on a l'impression que pour être humble, il faut se mépriser. Non. Puis que c'est justement pas ça, mais elle est dure de trouver cette ligne entre Elle est très accepter le don et en même temps Et ne pas s'enorgueillir. pas de s'enorgueillir, ses mais en dons, même hein. temps, en voulant pas s'enorgueillir, ne pas tomber dans le mépris, c'est comme un... C'est exactement balle, la ligne de game crête, ping-pong. c'est cette espèce de, j'ai envie de dire, de paisible et de douce reconnaissance que j'ai des capacités, que je dois les faire fructifier, parce que mon voisin ne les fructifiera pas à ma place. D'où ce travail de recevoir, d'accueillir, et aussi ce travail de connaissance de soi. Je pense que quand on est dans l'envie, on ne se connaît pas suffisamment. On ne connaît pas ses forces, on ne connaît pas ses lignes, son originalité. C'est très important d'avoir conscience qu'on est unique. Si on travaille cette unicité, et quand on est papa, eh bien, c'est important d'avoir une parole envers ses enfants. Tu es unique. C'est pour ça que je t'aime d'une façon unique. Et lui, je lui donne ça à ton frère, je ne vais pas te le donner à toi, parce que toi, c'est autre chose dont tu as besoin. Ouais. Et Dieu fait comme ça avec nous. C'est très bon ce que vous dites. J'en prends note. Mais je pense que quand j'étais jeune, je pense pas que mon père il a pris ce temps-là, venir me voir et dire hey, t'es unique, mais c'est comme toutes les autres. T'es pas différent dans le sens que tout le monde est unique, mais t'as vraiment tes forces, puis tu vas devenir quelqu'un toi-même. Là, puis, je sais pas, Devenir peut-être toi. tu vas deviens-toi. Deviens pas un autre, deviens-toi, parce que t'as tes forces. Deviens-toi, exactement. Une dernière question un peu polémique, peut-être. On est 2 hommes, 2 femmes sur le plateau présentement. Est-ce qu'il y a une façon de vivre l'envie différente chez les hommes, chez les Je femmes? crois que oui. Je crois que, vous me direz si je me trompe, mais je crois que l'envie chez un homme, c'est plus concernant le pouvoir, l'envie de commander, de contrôler, l'envie d'être en vue, quoi, et l'envie d'argent ou... Enfin, moi, je vois ça dans les voitures. Quand je regarde certains hommes, quand ils voient des belles voitures, on sent tout de suite qu'il y a un regard d'envie, un regard... Être le meilleur. D'être le meilleur, voilà. Et la voiture comme un signe de ce pouvoir-là. Comme un signe ouais. de ce pouvoir. Mhm. Je pense que nous, les femmes, c'est pas là-dessus. Il y a quelqu'un un jour qui disait « Les hommes regardent les femmes regardent les femmes ». Et je pense que nous, les femmes, on a un regard, c'est d'où l'importance de ce regard, un regard sur... l'envie va plus se porter sur un besoin d'être reconnu, d'être respecté, de ne pas être invisible. Je pense que c'est là-dessus que ça va se porter. Pourquoi est-ce qu'elle, je crois qu'elle est préférée? Pourquoi est-ce qu'on ne me regarde pas moi? Pourquoi est-ce qu'on ne m'adresse pas la parole? Je pense que c'est là-dessus que ça... C'est pas tout à fait pareil. On voit bien que, même aujourd'hui, on voit bien dans nos pays à côté, au niveau politique, on voit bien comment ça se joue. C'est souvent une bataille d'ego, une bataille d'envie, justement, de vouloir tout. Les réseaux sociaux aussi contribuent énormément à ça. Je pense à tout ce que les algorithmes me proposent ces temps-ci. C'est des intérieurs de maisons avec des grandes bibliothèques. Puis là, je suis bombardé de ce genre d'images-là. Les algorithmes ont compris ce qui me donne envie. Moi, c'est pas tant les voitures, mais c'est quand je vois ces maisons-là, des belles maisons de campagne, avec des grands espaces. Ah, tiens, peut-être que je serais plus heureux si j'avais ça. Et pendant ce temps-là, je vois pas tout ce que Dieu m'a donné. Voilà. Pour moi, c'est les bibliothèques, mais peut-être pour vous, c'est autre chose, je sais pas. Un vrai rat de bibliothèque. Je vais pas vous demander ce que les algorithmes vous proposent. Là. Ça serait peut-être un peu intrusif. Mais... Dis-moi ce que ton algorithme te propose, je te dirai qui tu es. Exactement. Je trouve ça intéressant qu'on ait commencé par le regard et qu'on termine par le regard. Ça montre l'importance du regard dans cet enjeu-là. On continue d'en discuter d'ailleurs avec nos 2 autres invités. Merci infiniment, Sœur Catherine. Merci Antoine. Vincent Dumais, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde.
Bonjour. Alors, en préparant cet épisode sur l'envie, on cherchait quelqu'un d'envieux qui pourrait donner son témoignage. On m'avait pas dit ça, là. Rapidement, ton ami, en tout cas, ami, on va le dire vite, Marie, ici présente, a proposé de t'appeler. D'après toi, pourquoi elle a passé à toi? Ben, je pense qu'elle me connaît bien, puis là, je me rends compte que ce que je lui dis, elle l'enregistre. C'est à faire attention. D'ailleurs, cet épisode est enregistré, là, tu es au Ouais. courant? Oui. Alors, d'abord, bravo, hein, c'est courageux de venir parler de ça, parce que je pense pas qu'on ait beaucoup de facilité à s'avouer envieux. En fait, moi, jusqu'à récemment, je pensais que ça ne me concernait pas, l'envie. C'est vrai, et il y a quelqu'un qui m'a dit, on n'est pas envieux en général, on est envieux sur des choses en particulier. Et on parlait des voitures un peu plus tôt. Tu sais, je me disais, quand je suis en voiture, je vois une grosse voiture, je me dis, ah ouais, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait de croche pour atteindre ce pouvoir-là? C'est ça que je me dis. Presque systématiquement. C'est intéressant, hein? Et pourtant, je pensais que je n'étais pas envieux. Vincent, comment ça se manifeste, toi, dans ta vie? OK, ben peut-être c'est plus généralisé, je sais pas, là. Ah ouais, t'es un envieux général, toi. Peut-être, je sais pas. Je me suis jamais comparé là-dessus. J'ai pas été envieux de l'envie des autres T'es un encore. meilleur envieux que les autres, ouais, c'est ça? Ouais, ben tu sais, moi, je viens d'une famille de 7. Je suis le 5e sur 7. Ça part bien. Puis moi, j'aime ma famille. Tu sais, c'est très, très important pour moi, là. On est assez unis, là, somme toute. Mais moi, j'ai 3 grands frères. Puis mon plus vieux, il doit avoir 14 ans de plus vieux que moi, là. 14, 12, puis 9 ans. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, pour moi, c'était des héros, des modèles. Tu sais, ils sont partis, j'étais jeune. Quand ils revenaient à la maison, tu sais, ils étaient au cégep, à l'université. Ils ont bien réussi. Je veux dire, dans le petit village que je viens, il n'y a pas grand monde qui faisait l'université, mais eux autres, ils ont tous fait l'université. Puis ils ont bien réussi dans la vie. Fait que c'était mes héros, mes modèles, mais en même temps, tu sais, ça s'est transformé assez jeune ou par la suite en envie, je dirais bien, là, de me dire, j'aimerais ça, moi aussi, je veux devenir bon comme eux autres, puis j'aimerais ça. Fait qu'il y a cet aspect-là dans la famille. T'avais-tu le sentiment d'être, je pense à... Moi, je suis dans les plus vieux, là, je fais peut-être partie de... c'est ça, que je pense à C'est l'autre bord de la médaille, là. C'est ça. Et on a eu une réunion de famille récemment où je voyais mes plus petits frères et sœurs, et je sais que certains d'entre eux, sûrement qui nous écoutent, quand on évoque les souvenirs de notre enfance à nous, les plus vieux, hein, je pense que Sœur Catherine, vous avez vécu quelque chose de semblable aussi. Oui. Ils n'étaient pas là. Ils ont manqué quelque chose. Ils n'ont pas les mêmes souvenirs que nous. Ils n'ont pas le souvenir aussi de l'époque où nos parents étaient jeunes, pauvres. Cette espèce de mythe, de récit familial-là, ils l'ont de manière partielle, alors que nous, on a toute l'histoire. On a leur histoire aussi. Eux, ils n'ont pas la nôtre. C'est vrai. Est-ce que ça Oui. vous rejoint? Moi, ça me rejoint. Alors, c'est drôle parce que moi, je suis la dernière de 7. Et c'est pas... Mes frères ont réussi, pareil, on a le même écart, hein, 14, 15, 13, 9 ans de différence avec les plus grands. Moi, je suis vraiment née après. Mais par contre, mon envie, elle a porté sur le fait qu'eux, ils étaient écoutés. Eux, ils étaient mis en valeur. La petite dernière, jamais. J'ai une petite sœur, la 7e, puis à peu près la même histoire. Mais c'est sûr, nous, on était plus de garçons que de filles. Elle, en plus d'être une fille, c'est les garçons, nous autres, Ça brasse. ça brasse, puis on pense à nous bien avant les autres. Là. Nous, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Là. Puis, fait que les filles, eux autres, c'est l'inverse. C'est dur à gérer tout ça. Là. Les gars pensent juste aux autres, les filles pensent aux autres, puis là, c'est inégal comme relation. Puis en plus, ben, ils se font pas écouter. Voilà. Fait que la 7e, elle, c'est sûr, ça a été son... Dans les discussions à table, dans un souper de famille. Ah, tu sais pas un mot, ça pouvait pas. Là, tu avais tous les plus vieux, puis là... Tranquillement, pas vite, moi, j'ai fini par embarquer dans les discussions. Mon petit frère Jasmin, elle n'a jamais réussi. Ben, là, aujourd'hui, peut-être un peu plus. Là. Elle est plus vieille. Mais toi, comme un plus vieux aussi, parce que moi aussi, je suis quand même dans les plus vieux, tu n'as jamais envié les plus jeunes que les parents étaient moins sévères avec eux autres? Parce que nous, on l'a beaucoup vu. Non, des je fois, vois mes les parents... ravages que ça OK. fait dans leur vie. Je me souviens de mes parents qui laissaient des choses faire aux plus jeunes, faire, ben voyons donc, nous, il était impensable Ouais, qu'on c'est assez puisse classique. dépasser 8h30. Comme, là, il est rendu Rentrer à minuit 11h. le soir. Eh oui. Ouais. As-tu eu des permissions spéciales vu que tu étais dans les plus jeunes? Ah ouais, moi, c'était rendu là, c'est pas mal. J'en ai. Mais les plus vieux étaient partis, puis étaient plus vieux, fait que je pense pas que ça a généré des tensions.
Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Vincent? Bon, tu es devenu un jeune adulte aussi. Est-ce que tu es à l'université? Tu as eu tout ce que tu convoitais? Oui, ben quand finalement? même. Là, mettons, j'avais mon modèle de grand frère, un en particulier. Il est ingénieur mécanique. Je suis devenu ingénieur mécanique. Puis là, c'est particulier en ce moment. Il travaille n'importe papier. Je suis rendu n'importe papier, entre guillemets. Mais j'ai fait un cheminement depuis un certain temps quand même là, par rapport à ça. Puis c'est de s'en rendre compte, puis à quel point ça nous pourrit la vie. Là. Moi, clairement, c'est un poison. Là. Puis c'est bien de savoir l'origine du mot. Là. Moi, je ne savais pas. L'envie, je me suis emmené ici. C'est quoi l'envie? Mais c'est dans le regard, c'est dans les yeux. Là. Comment tes yeux regardent l'autre. C'est vraiment ça moi, que je perçois dans ma vie face à mon grand frère, disons, mais à mes amis aussi. J'ai tout le temps un rival. Ça, c'est automatique. Là. Ah ouais? Peu importe la date, j'en ai pas ici. OK. Sur le plateau, ça va? Sur le plateau, ça va. OK, super. Barthélemy dans la régie, par Non, contre. non, à la date, là, merci mon Dieu. Mais j'arrive surtout au travail, à l'école. À l'école, c'était terrible. Moi, mon but, c'était d'être le meilleur. Fait que je voulais vraiment être meilleur que l'autre. Est-ce que tu réussissais à être le meilleur? Quand même, tu sais, je OK. réussissais à... Pas le meilleur. Il y en avait tout le temps un meilleur que moi. Et derrière le meilleur, d'être le préféré. Ouais, d'aller chercher l'attention, tu sais, que les autres se retournent, disent « Ah, crème, il est bon », puis ah, là, tu viens de prendre un step au-dessus, là, tu sais, c'est de prendre... Il est drôle aussi. Ouais, Ouais. j'aime, oui. T'aimes ça? Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas? Drôle. Ben ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que d'atteindre ces objectifs-là ou ce que tu enviais chez les autres, ça venait calmer l'envie ou... C'est insatiable. Uh-huh. Tu peux pas... On veut tout. Quand tu as fini avec un envie, ben là, c'est un autre. Tu sais, ça peut... Je pense pas que ça peut terminer, sauf si tu décides d'y mettre fin. Mais c'est pas en atteignant ce que tu as envie. Pas une fois que je vais avoir ça, je vais arrêter d'être envieux. Mais tu sais, c'est pernicieux. C'est pas comme que je pense tout le temps, ah, là, je suis envieux, je suis envieux de lui, je veux tout ce qu'il y a. Tu sais, c'est vraiment par en arrière. C'est comme un mécanisme automatique qui embarque. Puis, moi, c'est de travailler à s'en rendre compte. C'est vraiment, hey, là, je suis envieux. Puis, qu'est-ce que ça génère? Tu sais, c'est vraiment de s'en rendre compte. Une fois que ça, c'est comme la première étape, là, c'est de le voir. Oui. La prochaine fois que tu le vois, là, il y a du travail. Une fois que tu le vois, il faut que tu travailles. Ça, c'est pas facile. Tu sais, même encore récemment, j'ai un exemple vraiment récemment avec mon ami du primaire. Lui, ça a tout le temps été... j'étais tout mon primaire avec lui dans mon petit village en Abitibi. Puis, je voulais avoir des... Ça retourne loin, là. Et je m'en rappelle. J'ai des souvenirs de Tu peux ça. t'allonger sur le divan. Il y a un psychologue, là. Je m'en rappelle quand je suis arrivé en maternelle. Chez nous, on était une grande famille, tu sais... ma mère, elle s'occupait de nous autres, mais probablement, elle ne faisait pas autant de mathématiques avec nous que lui, tout seul, dans sa famille. Fait que je suis arrivé en maternelle, puis il était bien meilleur que moi en maths. Moi, je n'étais pas capable de faire ce qu'il faisait. Hey, là, ça m'a challengé. Puis là, j'ai dit, ah, non, il faut que je travaille. Là, je vais être meilleur que lui, moi. Puis ça, ça a duré tout mon primaire. Je me rappelle que d'année en année, moi, je vais être meilleur que les autres. Puis encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais encore, là, mais je suis retourné en Abitibi récemment là, pour voir mon frère et la famille. Puis là, je suis passé devant sa maison à lui, puis à chaque fois, là, puis il y a une belle maison, là. Caroline! Une belle bibliothèque. Ah, il y a sûrement... Bon, ça, je sais pas. Mais il y a bien des 4 roues, là. Ça, donc... mais là, je m'en rends compte. Puis je sais que ça me détruit en dedans. Ça fait juste détruire. Fait que là, j'ai différents outils aujourd'hui. Tu sais, là, maintenant, j'ai la prière, puis je demande au Seigneur de m'aider là, à combattre ça, parce que moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est de la destruction interne. Puis des fois, ben, je réussis, j'ai des petites victoires. Puis par rapport à la place, la première, la dernière place, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est comme mon approche en ce moment, que j'essaie d'aller prendre. Je dis dernière, des fois, c'est la deuxième, là, c'est suffisant. Mais moi, je voulais la première place. C'est ça que je voulais. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Je suis prêt à travailler, là, sans écraser nécessairement. Puis t'es un gars qui a du succès. Du succès avec les filles, du succès dans ta carrière. Je sais pas, je pose la question. Ça a fonctionné, tes affaires, quand même. Oui, ben à l'école, tu sais, j'ai pas de crédit, entre guillemets, parce que moi, ça marchait. Là. J'y arrivais sans nécessairement trop travailler. Fait que quand je travaillais, ça marchait encore mieux. Là. Fait que ce côté-là, c'est plus facile.
voilà, avec les filles, c'est discutable, là, tu sais. J'enviais, tu sais, exemple, mon grand frère, lui, c'est un homme qui réussit, tu sais, dans le sens socialement, dans Ouais. le monde, là. Il est bien shapé, tu sais, il est costaud, c'est un bel homme, c'est un bel homme. Il a tout le temps eu des belles blondes aussi, tu sais, des très belles femmes. Il a de l'argent, il a le plus haut poste qu'il peut avoir dans l'entreprise. Tu sais. Fait que pour moi, ça a tout le temps été challengeant. Il va falloir que je travaille fort, me rendre voir est-ce qu'il est, là. Ça a longtemps été ça. Mon ultime objectif, là, d'atteindre la position de mon frère, même peut-être essayer de le dépasser, là. Vincent, tu as évoqué un peu le rôle que la prière joue dans cette guérison-là de la maladie de l'envie. J'imagine, comme quelque chose qui nous rend plus humbles, mais dans le sens de l'humilité, c'est-à-dire de se reconnaître comme on est. La prière permet ça, tel que Dieu veut nous voir. C'est quoi les solutions? Peut-être une question pour Sœur Catherine. Moi, je pense vraiment, parce que je le pratique, je pense que l'envie, ça se guérit d'abord en prenant conscience de qui on est, de tous les dons qu'on a, d'avoir une juste confiance en soi et d'une juste confiance en Dieu qui m'habite et qui me dit des choses et qui me fait faire des choses. Et puis, je pense aussi que la gratitude, la bénédiction, l'émerveillement sont des thérapies pour guérir de l'envie. Quand on a le choix, quand quelqu'un peut devenir un rival, est-ce que je vais tomber dans cette rivalité ou est-ce que je vais m'émerveiller de ce qu'il a et de ce qu'il va pouvoir apporter pour cette contribution? C'est vraiment, ça se joue à 30 secondes. Hein? Ça se joue à 30 secondes près, ça se joue au-dedans, c'est caché, personne ne voit rien, mais c'est là que ça se joue. Moi, je pense que c'est tout ça, effectivement, qu'il faut travailler au quotidien, parce qu'on va être tout le temps confronté. Mais je voudrais quand même... Moi, je suis un peu fascinée par votre témoignage, d'abord parce que vous le dites avec beaucoup de simplicité, et ça, c'est très touchant. Et en même temps, ça vous a permis aussi de vous dépasser. Ça a un côté positif, l'air de rien. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi vous rendre compte que vous avez des énormes qualités et que vous n'êtes pas obligé de le faire en fonction de l'autre. Et c'est peut-être ça qui va vous rendre beaucoup plus tranquille, c'est que le Seigneur vous appelle à un endroit particulier, sans avoir besoin de rivaliser avec le grand frère, parce que des grands frères, vous en aurez toujours. Il y a le grand frère de la famille, mais il y en aura d'autres. Hein, symbolique. Symbolique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un challenge. Le challenge, c'est avec vous-même. Est-ce que je vais déployer les meilleurs, les dons les meilleurs pour le bien des autres, pour mon bien et pour le bien de Dieu? C'est vraiment une bonne question et on pourrait approfondir longtemps là-dessus. En arrivant ici, je me disais, tu sais, la compétition, c'en est une question, là, tu sais, c'est sain. Est-ce que c'est sain, ça ne l'est pas? Quand est-ce que ça l'est, quand est-ce que ça ne l'est pas? Voilà. Moi, c'est une forme de compétition, là, parce que à l'école, mes frères au travail, tu sais, puis la compétition amène à se surpasser. Je pense que ça a dû le faire dans les arts, l'ingénierie. Le sport, les Jeux Olympiques. Ben oui. Et il faut qu'ils se dépassent pour faire le meilleur temps. Il faut qu'il ait envie d'avoir la médaille d'or. Exactement, voilà. Donc, il y a un aspect positif. Mais c'est là la ligne de crête, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est est-ce que je le fais justement pour me dépasser, parce que je sais que j'ai beaucoup de potentialités et que je vais mettre ces potentialités au service. Pour rabaisser, c'est peut-être... Ou est-ce... Voilà. Bonne question. C'est quand même... Je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques au mois de juillet. Comment il s'appelle? Léon Marchand. Moi, il m'a fasciné, ce jeune. Le nageur. Le nageur. Ouais. Ce jeune d'à peine 20 ans qui arrive avec le sourire à aux 200 mètres et puis l'entraîneur, voyant son sourire,
avant même qu'il ait remporté la médaille d'or, avait dit la façon dont il est arrivé, je savais qu'il allait gagner. Moi, ça m'a fait beaucoup. Son entraîneur, il a dit Oui, ça? ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, c'est le mental. Alors, bon, on est autre part, mais je trouve que c'est pas loin de ce qu'on est en on peut train de avoir vivre. cette attitude-là dans une entreprise, dans Exactement. une famille, arriver Tranquille. ouais. Il est arrivé tranquille en marchant. Il était concentré focus sur sa nage. Il a remporté. C'est sûr qu'il a dit que c'était un peu dur. 2 heures après, il refait un autre et il le remporte aussi. Et je me suis dit, voilà, c'est ça l'ajustement intérieur. Je suis tranquille par rapport à mes capacités et je vais à fond. Je vais faire le mieux que je peux et advienne. C'est un truc qui me vient à l'esprit, mais en entreprise, là, ce que je vois, moi, je travaille beaucoup ces derniers temps, là, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. En travaillant, tu peux élever les autres, vous l'avez dit aussi, tu peux élever ou rabaisser. Là, je sais que quand moi j'ai commencé, ça fait à peu près 10 ans, je suis sur le marché du travail. Là, quand je suis arrivé, j'étais encore dans le mode très je vais être le meilleur, puis tout de suite, rivalité. Puis même les gens me l'ont dit à un certain point. C'est bizarre quand on travaille avec toi. C'est comme si que. Je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit, mais c'était exactement ça. C'est parce que je me sens en compétition. Là, puis, mais l'autre approche est tellement douce, elle fait tellement du bien d'élever les autres. Puis que les autres se sentent aussi importants. Puis je le vois chez certains boss là, que j'ai eu ou que je côtoie. Puis quand d'arrive en présence de cette personne-là, tout de suite, tu te sens aimé ou relevé. Ou estimé. Estimé, tout de suite. Puis il y a des gens qui réussissent de toutes sortes de façons, mais moi, je trouve que les gens qui réussissent comme ça, puis il y a j'ai un exemple, un homme là, que je travaillais cette semaine, là, c'est un des patrons dans l'usine, puis j'ai vraiment l'impression qu'il est de même avec tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce qu'il vit ça intérieurement, j'ai aucune idée, mais extérieurement, il élève les gens. Les gens, ils arrivent au-dessus avec n'importe qui. Là, puis il parle de quelqu'un, puis il va tout de suite en parlant en bien. À lui, là, ça, c'est ton homme. Il faut que tu l'appelles. Puis là, peu importe son niveau dans l'entreprise. Puis moi, ça, je trouvais ça vraiment beau. Pour moi, c'est un modèle. C'est clairement un rempart aussi, ça, contre l'envie. Vincent Dumais, merci infiniment pour ton témoignage. On poursuit la discussion avec Marie, mais merci d'avoir accepté de nous parler. Ça fait plaisir. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Marie Laliberté, salut. Salut. Bienvenue, On n'est pas du monde. Merci. Tu as eu envie de nous parler aujourd'hui de l'envie sous l'angle du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu es sûr que tu es la bonne personne pour nous parler de ça? Absolument pas. Est-ce que je peux m'en aller, en fait? Oui, je ne sais pas comment on va terminer l'émission, mais on trouvera remplirez, on poursuivra avec nos deux invités. Peut-être qu'on va avoir le syndrome aussi. Il n'y aura plus personne. Finalement, on va laisser les auditeurs. C'est quoi le rapport avec l'envie du syndrome de l'imposteur, Marie? Pourquoi nous parler de ça aujourd'hui? Ben, dans le fond, comme on disait un peu, là, quand on est envieux, on regarde ce que les autres ont, puis des fois, ça fait qu'on se regarde avec un mauvais regard. Autant on peut regarder les gens avec un mauvais regard qu'on se met à se comparer. Puis se comparer, c'est pas toujours négatif, mais c'est pas toujours positif. On en vient à se mépriser, on en vient à des se fois, mépriser, ou à se dévaloriser. À se dévaloriser, beaucoup de dévaloriser. Puis dans le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça, en fait, c'est de pas reconnaître sa valeur puis d'être toujours convaincu qu'en fait, tu es vraiment un imposteur et qu'un jour, les gens vont se rendre compte que tu n'as pas ta place. Tu sais, dans le monde s'incorporer le film, là, quand à un moment donné, nous avons un 2-23, le code, le play, ils sortent. Il y a des gars qui sortent des plafonds puis qui viennent prendre le monstre, puis là, ils doivent tout le raser parce qu'il est en contact avec un enfant. Okay. Tu as l'impression, quand tu as le syndrome de l'imposteur, qu'à tout moment, les fenêtres vont s'ouvrir. Il y a des gens qui vont... Il y a une escouade qui va débarquer. Un spot qui va te mettre en lumière. Comment tu faire cette personne-là, ici, n'a pas sa place. C'est une escroc. ça je suis d'accord avec toi. Mon Dieu, j'ai vécu. Toujours. Moi, c'est toujours là. Il n'y a pas de fenêtre dans le studio, heureusement. J'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de téléphone en me disant non, mais on arrête tout. On arrête tout. On vous a découvert. Le roi est nu, finalement. C'est un peu ça. C'est fou. Et malgré, ce qui est intéressant, le syndrome d'imposteur, c'est que malgré que les
mes propres capacités, on va dire, ont déjà été démontrées. Là. J'ai fait mes preuves. Là. Je l'ai montré. Là. J'ai prouvé que je méritais Donne-moi un ma exemple. place. Là, je sens que t'en as un sur le bord Non, des mais lèvres. c'est que ça. Je veux dire, simplement d'être assis sur ce siège, ça n'a pas rapport. Là. D'habitude, tu es assise Dans le fond, dans le noir. derrière les caméras, dans le noir. Là tu es à l'aise. Je suis quand même à l'aise. Ouais, là. tu te sens bien quand tu es dans le noir. Exactement. Mais nous, on fait comme le Christ, on t'invite à remonter un peu à La lumière. à la lumière, à la première place, pour nous parler de justement de ce syndrome-là de l'imposteur. C'est assez répandu de nos jours, Marie? Ils disent que c'est à peu près 70 du monde sur la planète. là. D'ailleurs, je me demande qui a fait cette étude-là. parce que Tu as trouvé ça sur Internet, hein? C'était la source qui était citée par tout le monde. Ah ouais, ok. Et oui, vraiment. Puis c'est 70 du monde qui vont le vivre à une certaine intensité dans leur vie. Puis dans le fond, les symptômes que les gens vont ressentir, Ouais. c'est de l'anxiété, du perfectionnisme, douter de ses propres capacités ou encore une peur de l'échec. Donc, si vous avez déjà ressenti à un certain niveau ces symptômes, vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur. Vincent? Ouais, moi, je le vis constamment. Ouais. constamment. Surtout là, c'est récemment, là, avec le nouveau contrat, si on veut, que je travaille dessus à tous les jours. C'est très comme ça, mais en tout cas, le syndrome de l'imposteur, big time. Mais Tu te demandes pourquoi ils n'ont pas demandé à quelqu'un d'autre de faire ça, c'est ça? Oui, Moi, mais je me mettons, dis toujours, il aurait dû demander à quelqu'un d'autre. à quel point je suis compétent pour faire ça. Là, j'arrive sur un nouveau problème, puis là, j'ai pas la réponse. Au début, il y a tout le temps comme une zone d'inconfort inconnu, parce qu'il y a un problème, il faut que tu résolves, puis là, bon, j'ai pas la réponse. Ça Je suis devient vraiment pas bonne confirmé personne, que mais à un moment donné, je t'étais- finis par trouver la réponse, puis là, ça marche, mais... Mhm. Puis ce qui est fascinant avec... parce que je suis sûre que tu vas me demander, mais est-ce que des gens sont plus touchés que d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres? Merci. Oui, puis c'est les professionnels de la santé. Il y a une étude faite par l'Université de Stanford aux États-Unis, je m'excuse, c'est pas d'études canadiennes, un professionnel de la santé sur 4 aurait le syndrome de l'imposteur. Puis ça a vraiment des conséquences quand même. Ben ouais. Puis tu te dis, hey, tu sais, les médecins, par exemple, c'est du monde qui ont étudié, C'est ils connaissent l'élite, des hein? choses, c'est l'élite. Ben ouais. Puis c'est dans... Malgré ça. Malgré ça, puis c'est ces domaines-là où il y a le plus de syndrome de l'imposteur. Fascinant. Donc, plus les gens ont du succès, généralement, les gens qui sont dans la tête de grandes entreprises, c'est beaucoup de monde qui ressentent le syndrome de l'imposteur puis qui se disent, après toutes ces années, ça fait 40 ans qu'ils sont à la tête, ils ont comme 20 000 employés, puis ils se disent, un jour, ils vont se rendre compte que je suis pas compétent, malgré avoir prouvé de nombreuses fois. Puis souvent, on va mettre ça sur, ça a été de la chance, je me suis retrouvée là, j'avais le bon J'étais contact, à bonne place au bon bonne moment. place au bon moment, tu sais, mais jamais... Ouais, c'est ça. Puis, des fois, on entend dans les médias, moi j'ai entendu ça souvent, ça, au Québec, c'est lié à notre passé judéo-chrétien, qu'on est né pour un petit pain, puis qu'on n'est pas capable d'assumer la gloire ou la grandeur. Mais ce que tu viens de dire, ça confirme que c'est assez universel. C'est pas une affaire. 70 c'est pas du juste monde. culturel ou lié à notre passé judéo-chrétien ici au Québec. Vincent, t'allais dire? Ouais, parfois, j'ai comme un outil là, Oui. face à ça maintenant. C'est assez récent. Puis quand je suis capable de le faire, ça marche. OK. Mais est-ce que tu nous dévoiles ton truc ou tu le gardes pour Tu toi? le Non, gardes je vous le dis pour pas. Moi, j'ai envie ton truc. Non, je vais vous le C'est donner. dommage. En fait, c'est ça, c'est par rapport à ma foi. Mais je m'en remets. Je dis, parce que ça m'est arrivé vraiment solide récemment, là, où est-ce que j'arrive dans un moment, je dis, bon, ma crème, ils me rappelleront, je me ferai pas payer, puis ils me rappelleront plus. C'est tout. Je suis arrivé dans une situation comme ça, mais là, finalement, ça a vraiment bien été, puis je passe à travers haut la main. Mais j'arrive souvent dans des situations comme ça. Fait que là, mon outil, c'est soit. Bon, mais Seigneur, je m'en remets à toi. Tu m'as amené ici, tu vas m'amener ailleurs, tu me laisseras pas mourir de faim. Puis c'est pas facile, puis je suis pas tout le temps capable de le faire, mais quand je suis capable de le faire, là, ouais. que ça fait du bien. Là. Une confiance à la providence, c'est-à-dire que ça se solde par un succès ou un échec, ça sera quand même pour ton bien. C'est ça l'idée Abandon. que je comprends derrière ce que tu dis. Puis de là, beaucoup... Oh, pardon. Oui, Sœur Catherine? Ah oui, non, moi, ça m'arrive très, très souvent. Et même encore maintenant, j'ai beau essayer de raisonner, en me disant, bon, Catherine, tu as quand même une certaine expérience, Plusieurs publications. livres, Non, ça m'arrive conférences. toujours. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut lâcher prise.
et se dire à soi-même, se parler, écoute, ils sont venus te chercher toi, ils ne sont pas venus chercher l'autre, tu as quelque chose à donner. Puis je trouve que c'est très important aussi d'avoir des bons amis. Oui. Pas beaucoup, mais 2, 3 bons amis qui vous disent... Moi, j'ai une très bonne amie qui me dit « Arrête, arrête !» Alors, j'ai dit « Ok, j'ai compris. Ils sont venus vers toi, c'est que tu as quelque chose d'original. » Moi, ce qui me sécurise, c'est de penser qu'il y a quelque chose d'original en moi. Ça, du coup, je me dis, bon, c'est vrai que ma parole n'est pas la même qu'un tel. OK, ça, je suis d'accord. C'est peut-être pas parfait ou, Voilà. Ou aussi Voilà. Éloquent, Exactement. ou je ne sais pas trop, mais c'est vous. original. Voilà. C'est ça. Ça, je le crois. Mais d'ailleurs, justement, l'échec, puis c'est quelque chose que les gens avec le syndrome de l'imposteur vivent très mal. Puis en fait, ce qui est fascinant, c'est que les gens, souvent, qui sont plus portés à avoir ce syndrome-là, sont des gens qui vont se diriger vers des carrières avec énormément de pression, énormément de responsabilités, ou encore là, des carrières très artistiques, qui demandent énormément d'authenticité. Puis, moi qui est une grande personne avec le... Pas une grande personne du tout, oui, tu es une grande personne, ouais. Un grand symptôme de l'imposteur, constamment. Puis, j'ai toujours ce désir de compétitivité. Puis, dans le fond, que si j'en fais plus, si je monte plus, là, je vais me prouver que j'ai ma place, que je mérite. Puis ça ne marche pas comme ça. Puis au fond, je mets ma valeur dans mes actions puis mes succès. Je peux vous donner un exemple. J'ai fait en dehors... j'ai eu 2 ans de ma vie où j'ai travaillé comme assistante dentaire. Pas du tout rapport. On est ailleurs complètement. Et c'est un travail qui a énormément de pression. Il faut être rapide, il faut être efficace, il faut mémoriser beaucoup de choses en même temps. Il y a des procédures très strictes pour les l'hygiène. enjeux sanitaires. Ouais. Puis tu veux que le dentiste t'apprécie parce qu'il veut tu veux que le dentiste ait envie de travailler avec toi, qu'il fasse hey, elle, je sais que si je l'ai, quand on fait telle procédure, ça va être efficace, j'aurais pas rien à dire. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de pression. Bref, j'ai vraiment aimé ce travail-là, mais ça a été très formateur face aux erreurs. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait une mini-erreur et je me flagelle. J'en reviens pas. Je suis pas capable de manger. Je me couche le soir puis j'y repense. Puis là, dans ce travail-là, quand j'ai appris ça, moi, j'ai appris sur le terrain. J'ai pas été à l'école ensuite. Fait que j'ai appris sur place. Donc, ça voulait dire faire des erreurs constamment. Nécessairement. Puis ça m'a appris à faire des erreurs et à pas mettre tant que ça ma valeur. Puis il y a une fois, particulièrement. Puis là, ça a été quand même challengeant cette fois-là parce que ça faisait déjà 2 ans que je faisais dans le domaine et j'ai fait une erreur épouvantable. J'aurais pu être renvoyée. J'ai échappé quelque chose qu'il fallait pas échapper. Ton incompétence a été mise en lumière. Mon incompétence à tenir des choses dans mes mains. Moi, je pense que c'est la faute du plancher de céramique, je tiens à dire, mais malgré tout, je l'ai échappé. Bref, puis cette fois-là, il a fallu que j'aille voir mon boss, mon patron, puis faire je viens de faire une grosse erreur. Puis, si j'avais fait cette erreur-là 1 an plus tôt, là, je me serais juste effondrée en larmes. Je pense que je me serais sauvée. Là. Puis là, cette fois-là, j'ai vraiment eu une grâce extraordinaire de faire ça l'arrive. Puis là, tu vas aller y dire. Puis j'étais prête à me faire engueuler, renvoyer. Puis il était vraiment fin, finalement. Cette journée-là, lui, il était comme un saint. Là. Personne n'aurait pu réagir comme lui. Et vraiment, cette fois-là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un regard qui avait changé sur moi-même, que ma valeur n'était pas dans le fait que j'étais la meilleure assistante. Parce que de toute façon, j'aurais pu être la meilleure assistante au monde. J'aurais jamais été satisfaite. Puis, qu'est-ce que ça leur aurait apporté, moi, après ma mort, cette fille-là, sur sa tombe? Meilleure assistante dentaire du monde. C'est cool! Bref, ça pour dire, puis c'est vraiment reconnaître cette voie-là du syndrome de l'imposteur, puis aussi être vulnérable. Puis, tu sais, être vulnérable, c'est bien dans la mode, techniquement, genre, on va dire ça. Se montrer authentique. Montrer authentique. Mais au fond, on décide encore ce qu'on montre. Là. C'est quand même... Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font se montrer sans maquillage. Je suis pas maquillée, regardez, ma cuisine est en désordre. Mais c'est quand même contrôlé. Puis, on est appelé vraiment à avoir cette vraie vulnérabilité-là, mais surtout à être prêt à ce que les autres autour de nous soient vulnérables. Comme moi, j'ai beau attendre que toi, mettons une journée au bureau, je suis plus vulnérable, j'ai cette attente qu'Antoine doit m'accepter comme ça. Mais est-ce que moi, quand les journées étaient plus désagréables, mettons, là, ce qui arrive jamais. Jamais. Mettons que ça arrivait. Si c'était pour arriver, ouais. Est-ce que je suis prête à t'accueillir dans cette journée-là de cette façon-là? C'est comme tu es, genre. Puis c'est ça, je pense que si on était plus justement dans l'amour entre les autres, dans la vulnérabilité réelle, tu sais, peut-être qu'on
respirer Et dans un peu. l'acceptation. Et de sa l'acceptation qu'on Je est. pense que plus on accepte sa vulnérabilité, et plus la vulnérabilité de l'autre, Exactement. on ne la jugera pas, parce qu'on se connaît. On sait qu'un jour, ben oui, on va déraper, on Ouais. va pas faire ce qu'il Parce faut. qu'on s'est on va déjà pas vu dire ce déraper. on va pas dire ce qu'il faut, et ben lui aussi, ça lui arrive. Je pense qu'il faut avoir à son égard beaucoup de douceur, de miséricorde, de s'aimer au bon sens. C'est pas d'égocentrisme, hein. C'est pas c'est autre chose. C'est vraiment de se dire et après quoi on court finalement. La Après question quoi on c'est court, quoi? ouais. Après quoi on court? Marie Laliberté, chroniqueuse pour Le Verbe Média et aussi animatrice des capsules Histoire en conserve, pour lesquelles tu te sens comme... pour lesquels tu as vraiment le syndrome de l'imposteur. Tellement, souligner, c'est mais épouvantable. allez voir ça et écrivez un petit mot à Marie là, dans les commentaires sur YouTube pour lui dire comment elle est à sa place là-dedans. On était très heureux finalement de t'avoir ici. Finalement. Merci Marie. Merci. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode. Avant de se laisser, je vous recommande chaudement Mourir d'envie ou Vivre d'amour. C'est un livre signé par notre invitée d'aujourd'hui, Catherine Aubin, publié chez Novalis en 2022. C'est encore disponible dans toutes les bonnes librairies. Je remercie d'ailleurs Sœur Catherine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vincent Dumais, merci pour ton témoignage. Un plaisir. Marie Laliberté, Merci. qui est aussi à la recherche dans la préparation de cette émission avec aussi nos collègues James Langlois et Frédéric Bérubé. À la réalisation technique aujourd'hui, Barthélémy Rieux, qui était comme une pieuvre là, derrière la console. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, YouTube, Alouette. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.